Alors, on change d'équipe, on change d'animatrice. Exactement, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui à nouveau pour cette deuxième table ronde. Cette fois-ci, on va parler aviation. On va parler de nouvelles énergies au service de l'aviation. Et on va aborder les challenges et les perspectives que rencontre le secteur face à la transition énergétique. Et je ne vais pas en dire plus et je vais laisser nos trois intervenants, donc Florian Pasquier, Christophe Robin et Mattia Padulo, se présenter plus en détail. Alors, vous prenez plutôt ce micro, voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Je me présente Florian Pasquier. Ici, je représente la société Blue Spirit Aero, une société qui est basée à quelques centaines de mètres d'ici, en face du B612. Pour notre développement, donc on développe un avion, une famille d'avions à hydrogène. Le premier représentant, c'est un avion 4 places qui utilise le vecteur hydrogène pour se propulser, donc il associe l'énergie, le vecteur hydrogène sous forme gazeuse avec des piles à combustible pour alimenter des moteurs électriques. Et cette utilisation de vecteurs énergétiques hydrogène lui apporte une architecture un peu particulière où on a 12 groupes propulsifs qui sont répartis le long de la voilure, qui nous apporte des avantages en termes d'aérodynamique, parce qu'on a un effet de voilure soufflée, mais également des avantages en termes de redondance durant le vol. Donc je pense qu'on en parlera un peu plus durant la table ronde, mais voilà pour la présentation. Qu'est-ce que tu fais exactement toi chez Blue Spirit ? Alors moi je travaille sur la partie structure. J'ai intégré la société au début des activités en juin 2020 maintenant, donc ça fait un peu plus de 3 ans. Je travaille sur la partie structure principalement. Après donc voilà, on est encore dans la phase start-up, donc on est impliqué dans pas mal d'autres sujets. Tout à l'heure on parlait de la propriété intellectuelle, c'est des sujets sur lesquels on travaille aussi beaucoup, et de plus en plus des projets de démonstration. Donc on a une maquette à l'échelle 1 quart qu'on fait voler pour évaluer le comportement dynamique de l'avion, une pile à combustible en vol et aussi une maquette en soufflerie pour évaluer cette fois-ci sur des points un peu plus précis. Donc de temps en temps je suis amené à travailler sur ces projets et sur la partie propulsion hydrogène également. Merci. Je passe la parole à Christophe. Oui, merci Clara, bonjour Gilles. Donc, je représente la société Daher. Alors, Daher, c'est le plus vieil avionneur, aujourd'hui encore en activité. C'est la société Morane-Saulnier, fondée en 1911, qui est devenue Socata, et ensuite Daher, suite à un rachat en 2008. Le plus vieil au monde. Le plus vieux au monde encore en activité. Encore en activité, bien sûr. Depuis 1911, on produit, j'étais pas pour grand-chose au début, on produit des aéronefs sans discontinuer. Donc à Daher, je suis le Head of Design. Le Head of Design, c'est le responsable vis-à-vis des autorités aéronautiques des process de conception de l'avion, celui qui, quelque part, certifie les machines. Et j'ai une autre casquette également. Je suis membre du CORAC, qui est le Conseil de l'Organisation de la Recherche de l'Aviation Civile, qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'aéronautique pour coordonner l'ensemble des efforts de recherche. Donc je participe à ce comité et un des gros enjeux de ce comité, bien entendu, aujourd'hui, c'est la décarbonation. Alors bien entendu, on viendra pendant cette table ronde. Daher travaille sur la décarbonation, des démonstrateurs qui volent et il y a une feuille de route bien remplie. Merci Christophe. Mattia. Bonjour à tous, Mattia Padulo. Je suis directeur technique chez Ora Aero. Ora est une société qui a juste 5 ans, basée sur Toulouse-Francazal. Et on développe 2 familles de produits, un avion d'entraînement capacité voltige intégrale et un commuter, un avion de petite taille pour le transport régional de 19 sièges, hybride électrique. Et moi, je m'occupe plus particulièrement du développement technique de ces derniers, avec la remotorisation de l'intégrale dans une version électrique, qui est aussi un peu lié au sujet de la conversation d'aujourd'hui. Merci. Moi, j'ai un micro, là, et je le prête pas. Nous, on les garde. Donc aujourd'hui, on va parler des nouvelles énergies. Donc j'ai bien compris que chez Blue Spirit, on regarde ce qui se passe du côté de l'hydrogène. Chez Ora, de l'électricité. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire ces choix et où se positionne Daher entre le choix de ces 2 énergies ? Alors, l'enjeu pour Daher, et je pense pour tout le monde, c'est la décarbonation. Pour nous, l'énergie est un moyen, un changement d'énergie, une nouvelle énergie est un moyen d'accéder à cette décarbonation. Donc on travaille conjointement sur différentes sources qui arrivent en fait à des horizons de temps qui sont différents, qui sont le SAF, c'est-à-dire le carburant renouvelable. L'énergie électrique également, puisque nous avons un démonstrateur qui s'appelle EcoPulse, réalisé dans un projet de recherche avec Safran et Airbus, qui volent maintenant depuis 1 an
en électrique et qui nous permet de mesurer la validité de ces technologies et les gains potentiels qu'on peut avoir par ces technologies électriques. Donc là, je me rapproche des solutions qui sont développées à l'heure actuelle par Aura. Et on s'intéresse également à l'hydrogène à travers d'autres projets de recherche, notamment un qui s'appelle Beauty Fuel, qui nous permet de toucher du doigt un petit peu sur les capacités de cette technologie d'hydrogène, en l'occurrence d'hydrogène liquide. Et enfin, sur l'hydrogène liquide, on participe au projet Climate Impulse de Bertrand Piccard, de tour du monde sans escale en avion à hydrogène. Donc on est dessus depuis une année, ce qui nous permet de nous tenir au courant de l'ensemble de ces technos. Et parmi toutes ces solutions, on est en train de construire notre chemin pour faire des avions plus décarbonés avec une première sortie de produit en 2027. Alors, ce n'est pas la peine de me demander quoi, je ne le dirai pas, mais on travaille activement. J'ai essayé plusieurs fois, hein, j'y suis jamais arrivé. Hein. Alors, je confirme. Donc, Christophe, chez Daher, là, pour l'instant, donc, vous n'avez pas fait vraiment un choix. Donc, et on ne parlera pas de l'avion qui va arriver, qui lui sera une évolution, mais pas encore vraiment le choix de la technologie de l'énergie. En revanche, chez Blue Spirit et chez Aura, là, vous avez fait chacun un choix. Donc, pour reprendre la question de Clara, pourquoi d'un côté l'hydrogène, pourquoi de l'autre l'hybride électrique ? Je vais parler peut-être pour la part Blue Spirit Aero. Nous, le choix, il a été fait à l'initiation du projet. Donc, le projet qui a été fondé par Olivier Savin à l'issue de plusieurs 25 années d'expérience dans l'hydrogène. D'abord sur les piles à combustible dans les navettes spatiales, puis chez Dassault Aviation sur la partie emport des piles à combustible en tant que groupe auxiliaire de puissance. Après toutes ces années d'expérience, il était convaincu que l'hydrogène pouvait être aussi embarqué dans l'aviation. Donc, l'aviation générale, la CS-23, avec dans un premier temps des petits groupes propulsifs. C'est pour ça aussi qu'on a réparti ces groupes propulsifs en 12 pods qui sont indépendants. Donc dans chacun des pods, on a une petite pile à combustible qui est alimentée par un petit réservoir qui fournit la puissance à un moteur qui nous apporte des avantages en termes de redondance, je le disais, mais aussi en termes de disponibilité du matériel et de gestion thermique. Et l'objectif de l'utilisation de cette technologie hydrogène, c'est de venir, je pense, en complément de la partie batterie. On voit actuellement qu'il y a déjà un avion qui est certifié sur la partie batterie, qui fait ses preuves, qui vole, qui fonctionne tout à fait bien, mais qui est limité en termes d'endurance, en termes de temps, turnaround time. Et donc, pour nous, le marché qu'on vise, c'est celui de l'école de formation, où il y a un fort besoin de pilotes, un besoin aussi économique qui est de plus en plus important. Il faut que les avions génèrent de l'argent, et donc on ne peut pas forcément s'attendre à des avions qui sont utilisés au sol, gardés au sol pendant un temps de recharge long. C'est pour ça que l'hydrogène apparaissait comme un vecteur d'énergie intéressant, et associé à la pile à combustible aussi un vecteur de décarbonation. Donc je pense que c'est la raison aussi pour laquelle on partit sur ce vecteur. Alors, j'ai deux questions du chat pour toi. La première de Le Galou. On parle hydrogène liquide, gazeux, pile à combustible. C'est quoi la différence ? Alors, déjà, entre hydrogène et pile à combustible, l'hydrogène, c'est ce qu'on appelle le vecteur énergétique. La pile à combustible, c'est le système de conversion. À la différence, on appelle ça une pile, mais c'est vraiment différent d'une batterie, où la batterie, elle, est à la fois le stockage, la capacité et la conversion, alors que dans l'hydrogène, on a une partie stockage et une partie conversion. Donc cet ensemble représente un système hydrogène. Et la partie donc, liquide et gazeux de l'hydrogène, c'est deux façons différentes de le stocker. Il y en a une troisième qui est le stockage solide, qui est un peu plus théorique et pas encore forcément développé. Donc je parlais de la partie liquide, donc il faut stocker l'hydrogène à très basse température, il me semble que c'est moins 250 degrés Celsius. Et la partie gazeux, où là on a différents standards de pression. Actuellement dans l'automobile, on utilise du 350 ou du 700 bars. Et après, il y a aussi d'autres standards de 200 bars. Nous, on est parti sur la partie 700 bars, parce que, comme je disais, c'est utilisé déjà dans l'industrie. C'est disponible au niveau des stations de remplissage. On voit la station à Highport qui a été ouverte, où il y a deux pistolets de remplissage, 350 et 700 bars. Nous, 700 bars qui nous permet de réduire aussi la taille des réservoirs et donc de limiter la pénalité aérodynamique qu'on va avoir en vol. Plutôt gazeux que liquide pour des questions de manutention, pour des questions aussi de maintien
au stockage froid qui peut être compliqué et énergivore. Et dans le cas de l'aviation générale, où les avions peuvent être stockés dans des hangars pendant longtemps sans utilisation, l'hydrogène gazeux fait plus de sens que l'hydrogène liquide, qui pour le coup, je pense, peut faire du sens dans l'aviation civile. La deuxième question, toujours pour toi, vient de Liam. Quelle serait l'autonomie de l'avion ? Actuellement, on vise une autonomie de l'avion de 700 km à une vitesse à peu près de 230 km/h. C'est un peu ce en fait, pour arriver à ces chiffres, on a fait un peu un recensement du marché, quel était le besoin du marché. Pour la formation de pilotes, il y a eu toute une partie ab initio où c'est vraiment des vols qui sont assez courts, des vols très proches du terrain. Et une fois qu'on passe sur une formation un peu plus poussée, on fait sur les navigations. Donc là, on va avoir trois passages à bord, un instructeur, un élève pilotant et un élève observant. C'est la raison pour laquelle aussi on est parti sur un avion 4 places. Et donc le premier élève pilotant va partir, va faire sa navigation, l'avion va se poser. Donc là, avec une autonomie de 3 heures, on n'est pas obligé de se recharger sur le terrain, ce qui répond à une partie de la question sur l'infrastructure. Les élèves vont changer de position et vont pouvoir revenir au terrain initial et alimenter l'avion, réalimenter l'avion et pouvoir repartir en vol après quelques minutes. Donc voilà, pour répondre à cette question, on vise 700 km et ça dépendra aussi de l'évolution de la technologie. Et avec le fait d'avoir les groupes propulsifs à l'extérieur de la voilure, ça nous permet d'envisager des évolutions technologiques sans changer structurellement l'ensemble de l'avion. Il y aura évidemment des démonstrations à faire pour pouvoir faire ces évolutions, mais c'est ce qu'on envisage. Merci beaucoup Florian. Et du coup, du côté de chez Aura, on s'est positionné sur de l'électricité. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? En fait, disons, l'électricité, je pense que c'est un peu le point commun de toutes ces solutions-là. Nous, on était d'abord sur une technologie, disons, batterie, mais une batterie dans 2 déclinaisons. Pour le cas de l'intégrale, donc un petit avion qui peut faire des opérations autour des aérodromes, on a pu compter avec des niveaux de technologie qui sont déjà disponibles, pour ainsi dire, sur une solution tout électrique. Et c'est là parce qu'en fait, il y a un élément déterminant derrière l'exploitation commerciale qui est le besoin d'avoir des réserves. Et pour un grand avion, en fait, un avion comme un 19 places, embarquer des réserves opérationnelles qui nous demandent, par exemple, d'avoir 45 minutes d'autonomie en plus en cas d'aléa, prend plus de masse que la charge payante à bord de l'aéronef. Donc, c'est absolument impossible de faire en tout électrique aujourd'hui de cette taille-là. Donc, pour les petits avions en tout électrique, avec juste 10 minutes de réserve autour des aérodromes, et pour les gros, une solution hybride qui permet de maximiser l'efficacité énergétique, mais aussi de pouvoir doter les clients de la flexibilité qu'ils recherchent au niveau opérationnel, avec un système à énergie fixe, disons, pour lequel en fait la masse de l'avion est fixée, peu importe l'énergie qu'elle doit emporter. Il n'y a pas vraiment de flexibilité opérationnelle. On a un range max qui est donné par la machine. Si les clients font moins, ils pénalisent leur charge payante. S'ils font plus, ils ne peuvent pas le faire plus en fait. C'est vraiment la recherche d'un compromis très précis. Donc, ouais, donc ça nécessite en fait de faire des avions en monomission et ce n'est pas le type de marché auquel on veut répondre avec les 19 places. Voilà. C'est une question très intéressante. Vous parlez de marché. Par exemple le Dragonfly ou ce qui est étudié avec les couples, est-ce que ça vient répondre à un marché existant pour remplacer le besoin actuel, le décarboner? Est-ce que ça vient répondre à des marchés non encore existants, des choses à découvrir? Alors, heureusement que ça répond à un marché, parce que décarboner alors qu'on ne répond pas à un marché, c'est pas gagné. Donc effectivement, c'est une excellente question. Il faut, je pense, avant de parler de techno, parler du marché, parler du besoin, parler de la mission, et ensuite il va y avoir des choix de technologies qui vont se faire en fonction de ce marché, cette mission. Donc ça a été dit par Aura à côté. Bon, à un moment donné, un avion tout électrique, il y a la réalité de la physique. On a parlé de Froude ou de la traînée qui était proportionnelle au carré tout à l'heure. J'aime bien Newton, moi personnellement. Il y a cet aspect masse qui est une contrainte qui est amenée par l'électrique. Et donc il y a des choses fantastiques à faire par l'électrique, mais comme tu l'as dit, on ne traverse pas l'Atlantique avec un avion tout électrique. Il faut l'associer avec une hybridation
avec un moteur thermique. Donc le marché doit être vraiment la préoccupation première, à mon avis, de l'avionneur lorsqu'il développe son produit. Oui, nous, j'en ai parlé un petit peu au début. Le marché qu'on vise pour l'avion 4 places, c'est les écoles de pilotage, parce que c'est un marché où il y a une forte demande des pilotes. Et c'est aussi une flotte qui est vieillissante et un besoin de renouvellement, et aussi de plus en plus de pression sociétale au niveau des opérations, où il y a des limites d'opération au niveau des horaires. On ne peut pas forcément décoller ou atterrir décoller surtout à certaines horaires. Et c'est aussi l'avantage qu'apporte l'électrique, avec une aviation plus silencieuse et une aviation qui est vieillissante, qui demande de plus en plus de maintenance, dont le coût horaire aussi augmente au fur et à mesure que le prix de l'énergie augmente. C'est une question aussi sur la partie hydrogène, la partie batterie, quelles vont être les perspectives de coût de l'énergie. Donc ce marché 4 places pour le marché de l'école de pilotage pour l'avion 4 places. Et après, on réfléchit aussi à des marchés qui sont en train d'émerger ou qui vont émerger sur la mobilité aérienne régionale, cette fois-ci sur des avions plus gros, donc plutôt du 6-8 places. Et comment est-ce qu'on peut utiliser ces vecteurs énergétiques hydrogène pour intégrer dans ces avions et répondre à des marchés, des lignes qui peuvent être transversales ou des lignes vraiment très, très précises qui sont répétables facilement, avec une infrastructure qui est dédiée. Et alors, au sujet de l'infrastructure, quel va être l'impact finalement de ces nouvelles énergies aussi sur les infrastructures? J'imagine que pour un avion électrique, il va falloir avoir des bornes de recharge, par exemple. Pour un avion à hydrogène, de nouvelles stations de refuelage, c'est tout un nouveau système. Comment c'est envisagé de votre côté, ça? Oui, c'est ça. C'est tout un nouveau système qu'il faut mettre en place, mais en même temps un système qui existe déjà, dans le sens où on voit la station Airport, où il y a une station avec un côté public, un côté privé, sur lequel donc là c'est plutôt les GSE, les pushbacks qui peuvent déjà venir se remplir. De l'autre côté, les bus, les voitures. L'avantage de l'hydrogène, c'est comme sur l'électrique, on peut mutualiser cette station, avoir d'un côté l'utiliser pour du véhicule terrestre, mais de l'autre côté pour du véhicule aérien. Donc on discute, nous, avec des fournisseurs de stations, de solutions de ravitaillement, de solutions aussi de production d'hydrogène, pour voir comment est-ce qu'on peut apporter à la fois l'utilisateur et à la fois la station de la solution de ravitaillement, pour répondre à la question de l'œuf ou de la poule qui a été mentionnée un petit peu avant sur les conteneurs spatiaux. En effet, il n'y aura pas forcément d'avion hydrogène s'il n'y a pas de solution de ravitaillement, mais on ne va pas installer de solution de ravitaillement s'il n'y a pas d'utilisateur. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre en place des partenariats, discuter avec des solutions qui existent, et aussi discuter aussi avec les aéroports, les infrastructures, pour que dès maintenant introduire dans leur feuille de route des solutions d'installation, de mise en place de ces structures, pour qu'elles soient prêtes en même temps que l'avion rentre sur le marché. Et si on remonte encore d'un tout petit cran cette chaîne de fourniture d'énergie, il y a la production aussi en amont. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? Vous avez des partenariats à ce sujet-là? Alors c'est quelque chose sur lequel on discute avec des personnes pour avoir des partenariats. On n'aura pas d'impact dans le sens où on ne va pas développer notre solution de ravitaillement, notre solution de production d'hydrogène. Donc en effet, il y a différentes solutions qui existent. On connaît actuellement le vaporéformage est la plus utilisée, mais il y a des solutions vertes et plus vertueuses qui existent, comme l'électrolyse, et des infrastructures qui existent, où on peut avoir un trailer derrière un camion qu'on vient installer sur l'aéroport, avec à l'intérieur un électrolyseur, un dispenser d'hydrogène, et on branche une prise électrique, et avec un système d'électrolyse à l'intérieur, on va produire l'hydrogène et pouvoir le dispenser ou l'utiliser à la sortie. Donc il y a une solution verte pour peu que l'électricité, elle aussi, soit décarbonée. Mais voilà, il y a des solutions qui existent pour s'affranchir du vaporéformage et de ces solutions existantes. Merci Florian. Côté Aura Aéro, comment est envisagée cette fourniture d'énergie pour l'avion? Vous pensez à des bornes, par exemple? Ah oui, bien sûr, il y aura des bornes qui seront présentes sur les aéroports. La technologie existe déjà, un peu comme dans les cas de l'hydrogène. C'est des bornes qu'on voit déjà sur les autoroutes, des bornes 800 volts. En particulier, ce qui permet de faire des turnarounds, des haltes aux aéroports qui sont assez courtes pour pouvoir être dans les temps attendus aux opérations, par les opérations. Et on travaille déjà avec les aéroports et avec typiquement en France EDF
pour pouvoir préparer ces déploiements, en commençant par un certain nombre d'aéroports de lancement sur lesquels les premières routes seront prêtes. J'ai une autre question qui s'adresse absolument à vous trois maintenant. Vous avez parlé de la CS23. Donc la CS23, la spécification de certification des avions légers. Là, avec toutes ces propositions de décarbonation, on vient introduire dans les avions donc, des réservoirs d'hydrogène, des batteries. Je suppose que la philosophie de certification et l'échange avec les autorités va être amené à évoluer grandement. Est-ce que Ecopulse nous apprend quelque chose là-dessus? Comment on approche ce problème-là de la certification? Alors déjà, la certification, elle est essentielle parce que pas de certification, pas d'avion, pas d'opération, pas de décarbonation. Donc c'est vraiment un jalon que tout avionneur doit franchir. C'est pas le plus facile. Ça nécessite des efforts importants, des démonstrations importantes. Alors pourquoi ces démonstrations sont importantes? C'est qu'en fait la certification c'est la sécurité. Ça a été créé en 1944 par l'ICAO pour avoir un standard de sécurité global sur toutes les machines dans le monde pour qu'elles puissent librement sécurité. Donc il y a un niveau de sécurité qui est fixé, auquel l'avionneur doit répondre et doit démontrer qu'il répond à ce niveau de sécurité. Alors le niveau de sécurité après va être différent en fonction de la taille de la machine, biplace, 4 places, 7 à 9 places pour nous ou 19 places dans le cadre d'Aura. Il y a un niveau d'exigence qui augmente au fur et à mesure. Alors l'intérêt de la CS23 aujourd'hui, c'est qu'elle a été remodelée récemment et qu'elle ne s'occupe plus que des objectifs de sécurité. Avant, la CS23, elle disait votre avion doit être sûr, et pour qu'il soit sûr, il faut faire comme cela. Or, il faut faire comme cela, lorsque ça a été conçu pour un avion thermique et qu'on doit l'appliquer après un avion électrique, comment dire, il y a un petit problème de construction au départ. Donc, fort heureusement, les autorités aidées par les différentes associations d'utilisateurs ont transformé cette réglementation. Aujourd'hui, on nous dit simplement l'avion doit être sûr. Il doit être sûr à basse vitesse. Il doit décoller avec telle performance minimale. Et par contre, c'est aux industriels ou à la communauté d'amener ce qu'on appelle les moyens de conformité. Et pour ce faire, pour l'électricité, il n'y en a pas. Ou quand il y en a, ils viennent de la CS25 de nos amis des avions commerciaux, c'est-à-dire avec des méthodes qui sont hors de prix par rapport à ce qu'on peut s'autoriser en CS23. Pour l'hydrogène, c'est la même chose, il n'y en a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en amont de la certification de son propre produit, il faut travailler de manière collaborative pour amener des informations au niveau des autorités qui permettent de dire, vous voyez, ce risque spécifique sur la batterie, si je réponds de telle manière, avec une règle d'installation très très simple, j'atteins mon niveau de sécurité. Et donc, il y a des travaux qui sont nécessaires. On travaille avec Aura d'ailleurs sur certaines thématiques. Donc, c'est vraiment des travaux qui sont collaboratifs. Où, bon là en l'occurrence, on a une batterie, l'avion se crache. C'est quoi qu'on doit demander pour garantir la sécurité non seulement des passagers à l'intérieur, mais également du pompier qui va venir intervenir sur l'avion. Donc ça nécessite beaucoup de travail et le plus en amont possible des développements pour ne pas se faire imposer une exigence au dernier moment par l'autorité alors qu'on est dans le développement. Mais la certification est vraiment aujourd'hui un enjeu essentiel pour arriver à décarboner avec ces nouvelles énergies. Oui, alors j'ai plusieurs questions, dont une qui complète la tienne, Clara, qui s'adresse à vous tous. Elle vient de Le Gallou, il en a plusieurs questions. Côté certification, où en êtes-vous chacun? J'ai le micro, je vais continuer. Alors, oui, parce que la question aussi était sur Ecopulse. Ecopulse, c'est quoi déjà? Déjà, Ecopulse, c'est un TBM, c'est un avion 6 places commercialisé par Daher qui a été vendu à 1200 exemplaires aujourd'hui avec une turbine. Et on a rajouté sur cet avion 6 moteurs électriques en propulsion distribuée, un petit peu dans la logique d'ERA pour Aura. On a rajouté une batterie, on a rajouté une génératrice à l'intérieur. Donc on est en hybride électrique. Donc il y a tout ce que les gens voient qui sont effectivement cette configuration d'avion un petit peu originale. On est en train d'apprendre pas mal de choses en vol, mais il y a aussi tout ce qui ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas, c'est justement l'aspect certification. C'est-à-dire qu'on a trouvé la méthode qui permet de démontrer à l'autorité que cet avion est sûr. Alors ce n'est pas une certification, puisque c'est une mise en vol d'un démonstrateur. Par contre, le chemin intellectuel, la méthode, l'analyse qui a été faite qui permet de dire, voilà, je garantis que mon avion est sûr, ce que l'on a fait sur le prototype, nous a appris énormément sur ce que l'on fera dans le futur, sur nos configurations un petit peu inusuelles. De notre côté, deux statuts différents.
Côté intégral électrique, donc les prototypes électriques de notre biplace d'entraînement, on a récemment obtenu aussi notre permis to fly. Donc c'est un peu ce que disait Christophe, c'est cheminement fait avec les autorités pour démontrer que le vol du prototype est sûr, et ça nous servira pour commencer bientôt le flight test, les essais en vol. Et côté ERA, on a signé il y a une dizaine de jours le contrat de pré-application avec l'EASA pour commencer à travailler ensemble sur les aspects innovatifs de la base de certification. Donc des règles sur les aspects qui manquent, notamment pour comprendre de manière collective, collaborative, quelles sont les solutions qui peuvent être apportées là où aujourd'hui il y a des manques côté réglementation. Alors, avant de passer le micro, j'ai une question toujours de Le Gallou. Quel est le gain de rendement de l'hybride par rapport à de la propulsion turboprop classique avec les nouvelles générations de turbines? Alors, disons que d'abord, il faut que l'hybride soit lui aussi avec une nouvelle génération de turbines. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait faire. Après, c'est un gain qui peut être nul si l'hybridation est mal faite. Et souvent, les exemples que je vois sur les papiers qui essaient de démontrer que l'hybride ne sert à rien font en fait une hybridation très, très naïve. Donc voilà, si on fait l'hybridation naïve, ça ne sert à rien. Ça devient la voiture allemande hybride que vous amenez sur l'autoroute, qui consomme plus que votre vieille voiture. Donc il faut le faire bien, l'hybridation, et ça veut dire deux choses. La première chose, c'est qu'il faut l'intégrer à l'avion. Donc il faut que l'avion lui-même soit un avion qui est pensé pour fonctionner d'une manière différente, qui a une architecture différente. C'était un peu le point qui a été fait tout à l'heure sur la propulsion distribuée. Il y a certains avantages qui doivent être retirés aussi par les nouveautés que vous introduisez au niveau du système de propulsion. Si vous ne le faites pas, vous perdez. Et en les faisant, vous pouvez gagner aussi sur cet aspect-là. Et un deuxième aspect, c'est qu'en fait, l'hybridation doit être pensée pour coller de la manière la plus proche à l'opération de l'avion. Vous ne gagnez pas parce que l'avion est toujours meilleur, mais parce qu'il est meilleur sur les missions sur lesquelles il doit être opéré. Et c'est là, en fait, qu'il faut effectivement penser ces systèmes avec les clients, pour les clients. Alors Florent, donc, tu répondras à la question de Clara, mais j'en ai une autre aussi de Discus. Blue, qui s'adresse donc à toi, tu as mentionné donc l'hydrogène solide. Auriez-vous un avis sur la création de pastilles d'hydrogène solide à injecter dans un moteur? Est-ce que c'est faisable ou pas? Alors, je ne pense pas être assez compétent pour répondre sur ce sujet, d'autant plus que nous, on est vraiment sur la partie pile à combustible, donc je ne connaissais pas du tout cette partie injection de pastilles. Je pense que là, ça s'adresse plutôt à la partie combustion. Là, je ne peux pas t'aider. Donc, sur ce sujet, je ne pense pas pouvoir répondre. Par contre, sur la partie certification, il y a pas mal de... C'est un sujet très intéressant et comme vous le disiez, c'est le juge final au-delà du client. Si on peut avoir des clients, mais si on n'a pas de certification, on ne pourra pas livrer d'avion. Nous, la façon dont on y répond, déjà le fondateur depuis Olivier Savin depuis plusieurs années est chairman du groupe de standardisation pour l'hydrogène dans les solutions aéroportées, qui permet d'avoir une idée de comment intégrer, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les standards à mettre en place et à développer pour utiliser cet hydrogène dans l'aviation. Ça vient aussi de pas mal d'années d'expérience sur les bonnes pratiques à mettre en place. On sait que l'hydrogène, lorsqu'on le met dans un environnement confiné, peut rentrer dans des phases explosives. C'est pour ça qu'on a une architecture particulière avec du stockage qui se fait à l'extérieur pour éviter justement ces zones ATEX. Et l'EASA, comme vous le disiez, a refondu la CS23 et met en place des mécanismes qui permettent de discuter d'ores et déjà avec eux pour présenter quel est le projet, quel est notre projet de certification, comment est-ce qu'on envisage de certifier cette nouvelle architecture, ce nouveau vecteur énergétique.
Donc c'est quelque chose qu'on utilise et qu'on a des discussions avec eux. Et sur la partie démonstration aussi, on montre une approche graduelle. On a fait voler une pile à combustible dans un avion, une petite pile à combustible, pour évaluer son comportement et caractériser son comportement. Donc ça, c'était la première phase. On a obtenu un laissez-passer pour faire ces essais. On rentre dans une deuxième phase qui est une pile plus puissante, toujours la même démonstration, où on intègre la pile à combustible dans l'avion, elle participe à la fourniture de la puissance de l'avion, ce qui nous permet de la piloter très précisément et de l'emmener à différents points de vol. Et cette approche graduelle permet aussi de montrer aux autorités qu'on a une approche qui est sûre, qui est centrée sur le risque et la réduction de ces risques. Donc c'est aussi un credo qu'on a, et la mise en place au sein de l'avion, dès la structure de l'avion, des bonnes pratiques, utiliser des technologies qui sont déjà éprouvées, et aussi on va s'inspirer de ce qui est fait dans l'automobile, parce que l'hydrogène est utilisé dans l'automobile, notamment par Toyota. Il me semble que Honda aussi a une voiture, et donc regarder qu'est-ce qui est fait, se questionner pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça, et est-ce que ça peut s'appliquer nous à l'aviation, et sinon comment est-ce qu'on peut répondre à ces questions. Tu viens de parler d'automobile, c'est pas la première fois qu'on évoque le sujet de l'automobile dans cette conversation. L'aéronautique s'inspire beaucoup de l'automobile, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous allez chercher comme information dans le secteur de l'automobile pour la conception de vos avions? Et la question s'adresse à vous trois. Ouais. Alors nous, je pense que ce qu'on va chercher, c'est déjà des systèmes, essayer de récupérer des systèmes sur étagère et voir comment est-ce qu'on peut les adapter pour qu'ils soient avionnables. Après, une partie infrastructure aussi qui nous intéresse, parce que l'hydrogène est un vecteur énergétique universel. Donc pour nous, le développement de l'automobile va permettre le développement des stations, du réseau de production, du réseau de distribution. Donc comme je disais, on peut avoir des stations qui sont plurimodales. Donc nous, c'est ça qu'on va aller chercher. Et comme je disais, une partie sur les standards, les bonnes pratiques d'utilisation, même si au niveau des certifications, on est quand même sur des démonstrations qui sont différentes, mais il y a des bonnes pratiques qui sont communes. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses intéressantes au niveau de l'automobile. Il y a aussi une massification de la production qui amène des coûts qui sont intéressants. Il y a des technologies, donc il y a beaucoup de choses à prendre. Par contre, il y a des limites. Il y a des limites qui sont intrinsèques aux différences qu'il peut y avoir entre un avion et une voiture. Premièrement, une voiture, en moyenne, ça a besoin de 20 kW de puissance. 20 kW de puissance, ça fait 6 litres au 100, roulant à 100 km/h. Donc voilà, une voiture, c'est 20 kW. Pour faire voler, je prends un avion Kodiak chez nous à 150 nœuds, 300 km/h, eh ben, ma foi, il nous en faut 300 kW, 15 fois plus. Donc le besoin en énergie d'un avion est intrinsèquement beaucoup plus important que le besoin en énergie d'une voiture. La deuxième chose également, c'est l'altitude. Il n'a échappé à personne que les voitures restent plutôt au sol, alors que les avions montent. Si vous prenez la batterie de la dernière Peugeot 208, électrique, donc qui permet de faire 400 km en électrique, je prends celle-là parce que je l'ai essayé. Pour prendre un avion type TBM et le monter à son altitude maximale, autour du niveau 300, à 9000 mètres, 10 000 mètres, il faut 2 batteries simplement, si on avait une grue, pour combattre l'énergie potentielle et mettre l'avion à son altitude de vol. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'aviation nécessite beaucoup plus d'énergie qu'une voiture. Donc beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de puissance, ça veut dire qu'il y a des composants qui sont utilisables, mais le problème à résoudre est d'une nature quand même globalement très différente. Oui, totalement en ligne, je pense qu'il faut rien rajouter. Et puisqu'il y a besoin de plus d'énergie, la différence qui se joue, on peut parler de densité énergétique, il me semble, entre l'hydrogène et ce qui peut être contenu dans une batterie. Quelle est la différence? Vous avez des ordres de grandeur à nous donner? Alors sur l'hydrogène, si on parle de densité juste du gaz en lui-même, on est sur ces 33 kWh par kilogramme. Donc ça ne représente pas forcément grand-chose sur les batteries. Je ne sais pas exactement les nombres qui sont utilisés actuellement. La problématique, ça va être la faible densité volumique qu'on a. Qui est faible. C'est pour ça qu'on utilise des réservoirs à haute pression. Ces réservoirs à haute pression, ils ont besoin du coup d'avoir des parois qui sont importantes. Actuellement, sur la dernière Toyota, on a une capacité d'à peu près 6%.
ce qui fait qu'on a des réservoirs qui sont assez volumiques et ils font cette masse pour répondre notamment aux besoins de l'automobile dans le cas de crash de voiture, dans le cas de tous les incidents qu'ils peuvent avoir en place et les discussions qui sont en cours aussi avec les autorités et dans le groupe de standardisation dont je parlais tout à l'heure qu'Olivier Savin préside, c'est quelles sont les démonstrations qu'on devra mettre en place pour ces réservoirs qui seront utilisés uniquement dans l'aéronautique et est-ce qu'il y a moyen d'utiliser des contraintes qui sont différentes permettant d'avoir des réservoirs qui sont plus fins et qui pouvoir monter à des capacités de 8, 10, 12%. Et aussi sous quelles échéances, selon quel prix, selon quel standard. Donc voilà pour la partie densité. Et sur les rendements des piles à combustible, on est aux alentours, en fonction des points de fonctionnement, de 40, 50, 55%. Et pareil, il y a des développements qui sont en cours, mais c'est difficile à prévoir quelles seront à terme les évolutions. Mais je pense qu'il y a moins de limites que les cycles thermiques avec des limites, il me semble que c'est de Carnot, mais donc voilà, il y a des limites qui sont plus explorables. Côté électricité, côté batterie? Côté batterie, en fait, il y a côté densité d'énergie, on est autour de 200 kWh au kilo, wattheures au kilo. J'aimerais bien kilowattheure. Wattheures au kilo. Ouais. Ouais. Et parce qu'en fait, je pensais aussi dans la deuxième métrique dont on a besoin, c'est la densité de puissance. Ça rejoint aussi ce que disait Christophe tout à l'heure. Et sur ça, en fait, sur des périodes de pointe, on est sur, grosso modo, 1 kW au kilo. Et là aussi, on retrouve plus ou moins des perfos qui sont similaires à celles de l'hydrogène selon les implémentations. Et là aussi, il y a des limitations, parce qu'on ne peut pas demander de fortes puissances pendant longtemps à ce type de système, donc on doit trouver des solutions alternatives aussi. Ouais, sinon, pour faire une comparaison entre donc 200 Wh par kilo, effectivement, sachant que le kérosène aujourd'hui est à 12 000 Wh par kilo au départ. Par contre, les moteurs électriques ont un meilleur rendement, donc il y a des avantages des deux côtés. Ce qu'on peut comparer, c'est à l'hélice. Pour avoir une puissance à l'hélice, aujourd'hui, une batterie certifiable, donc dans les chiffres qui ont été donnés, est 30 fois plus lourde que de l'essence liquide. Et il faut rajouter à cette masse de batterie le surpoids qui est intrinsèque à un avion hybride. Je raisonne au niveau du hybride, puisqu'un avion hybride, c'est un avion thermique auquel on rajoute une batterie. Donc on voit, c'est pour ça que je rejoins ce que tu disais, il va y avoir une spécialisation d'usage pour les avions qui vont utiliser ces nouvelles énergies et des usages qui sont a priori vers des distances plutôt courte, là où l'énergie électrique sera intéressante, puisque l'autonomie électrique par construction, en cause de cette densité énergétique, sera faible. Mais aujourd'hui, la masse, Newton, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le sujet sur ces technos pour avoir une équation énergétique qui soit bonne. Juste pour ajouter ce que disait Christophe, et le problème de l'avionneur dans le cas de l'avion hybride est quand même celui de prendre ces contraintes-là et trouver la manière de faire des gains qui soient considérables. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais par rapport à un avion 19 places d'aujourd'hui, sur l'émission le plus utilisée, un avion Comera gagne 50% en énergie. Et c'est une énergie en fait qui peut être vue sur tous les cycles de vie. On n'a pas besoin en fait de phases de transformation entre l'électricité, l'électrolyse, etc., comme dans le cas de l'hydrogène. On peut profiter d'une production directe d'électricité et avoir le bénéfice du gain d'énergie directement. Alors, j'ai plusieurs questions sur le chat. Donc, la première s'adresse à toi, Florent, le spécialiste de l'hydrogène. Est-ce que la perte de pression avec l'altitude affecte beaucoup la propulsion ?
Oui, tout à fait. Donc ça affecte déjà au niveau de l'hélice parce qu'on a du coup moins d'air à pousser, donc c'est l'action-réaction. Ça affecte également au niveau de la pile à combustible. Parce que la pile à combustible, donc elle est séparée en une partie qu'on appelle le stack, qui est vraiment le cœur de la conversion, qui va avoir d'un côté l'hydrogène et de l'autre l'oxygène. Donc l'hydrogène, on en a à 700 bars, donc on va opérer la pile à combustible aux alentours, je pense, aux alentours de 2-3 bars. Donc on a largement assez de pression pour pouvoir la détendre. Par contre, du côté de l'oxygène et donc de l'air ambiant, il faut le conditionner. Et ça passe par tout ce qui est autour de la pile à combustible qu'on appelle les auxiliaires de puissance ou le balance of plant. Donc on a des humidificateurs, des refroidisseurs et un compresseur. Et c'est ce compresseur qui doit être adapté à la mission dont on parlait tout à l'heure. Ça ne sert à rien de mettre un compresseur qui permet de monter à 10 000 pieds si l'avion va au final monter qu'à 3 000 pieds. Et donc c'est tout l'objet du travail, trouver un compresseur qui permet de répondre à notre besoin. S'il n'existe pas, comment est-ce qu'on peut l'adapter ou comment est-ce qu'on peut adapter la fourniture de puissance de la pile à combustible pour générer la puissance aux différents niveaux de vol de l'avion et avoir des performances qui vont varier aussi. C'est le cas de toute façon sur les avions thermiques actuels où plus on va monter au niveau de vol, les avions à piston je parle, plus on va monter au niveau de vol, plus la puissance fournie va être réduite, et donc on adapte le compresseur aussi pour répondre à ce besoin. Alors les deux autres questions s'adressent à Christophe. Donc la première, comment se déroule, alors elle vient de Le Gallou, je précise, comment se déroulent les échanges avec les motoristes pour définir les nouveaux moyens de contrôle du moteur qui sont permis par la répartition des moteurs électriques sur la voilure? C'est une excellente question. J'ai combien de temps? Je ne sais pas. Non, plus beaucoup de temps, 8 minutes. Voilà, la question est intéressante et c'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir deux sources d'énergie, c'est complètement nouveau dans l'aéronautique. Ça redéfinit complètement les périmètres de ce qu'est un système de propulsion et de ce que doit faire l'avionneur. Aujourd'hui, la logique qui se dégage, c'est que la gestion de puissance, donc la logique qui pilote la puissance, qui permet d'afficher une traction sur son hélice, semble être dévolue à un motoriste. Par contre, l'avionneur a géré la gestion d'énergie et donc c'est à lui de faire les choix justement sur cette énergie qui vont dépendre, et comme tu l'as dit, beaucoup de la mission, et sur des missions différentes, les mix qui seront jugés seront complètement différents. Donc c'est aujourd'hui des grands sujets de discussion parce que qui dit un changement de périmètre chez le motoriste et l'avionneur, il y a des questions de propriété intellectuelle qui viennent là-dedans, donc ça nécessite de discuter. C'était un des objets d'ailleurs d'Ecopulse, du projet Ecopulse avec Safran en tant que partenaire et Airbus. C'était d'arriver à travers un exemple, à travers un échange sur un véhicule précis, un démonstrateur qui va jusqu'au vol, d'arriver à déterminer mais c'est quoi le métier du motoriste demain et c'est quoi le métier de l'avionneur demain. Et ce n'est pas le même qu'aujourd'hui. Il y a plus de choses à faire. Alors, pendant que tu répondais, il y a encore une question supplémentaire. Donc, du coup, tu as deux questions, mais elles concernent plus la propulsion distribuée. La première, c'est comment, par la présence des moteurs en bout d'aile, donc celle-là, elle vient de MB Carioca, comment la présence des moteurs en bout d'aile faites-vous pour contribuer à la baisse des tourbillons marginaux? Et puis alors la deuxième question, tu vas répondre aux deux en même temps, je suis sûr, je te connais. Le Gallou, la propulsion distribuée permet-elle de nouveaux modes de contrôle et de pilotage? Alors, je vais répondre à la deuxième en premier. Dans le cadre d'Ecopulse, on a un mode de pilotage automatique de l'avion à travers le système de propulsion distribuée. Donc c'était un des objectifs du projet. Et on peut piloter l'avion, alors évidemment dans les limites de la démonstration, en roulis et en lacet uniquement avec les moteurs, avec une idée potentielle dans le futur de les utiliser comme commande de vol, donc diminuer la taille des commandes de vol, donc, et de ce fait diminuer la masse. Ensuite, la première question était sur la propulsion distribuée également, c'est comment est-ce que l'on gère le tourbillon marginal. Alors là aussi, c'était un sujet qu'on a identifié et on est en train de dépouiller les mesures d'ailleurs des essais en vol d'Ecopulse, c'est qu'on fait tourner les hélices en contrat rotarif
contrarotatif par rapport au tourbillon marginal pour venir contrer celui-ci. L'objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de gagner entraînée induite, diminuer ce tourbillon marginal, pour gagner un petit peu entraînée. Et c'est tout l'objet en fait de ce type de projet, c'est que on mesure ce que l'on perd en faisant un avion hybride, parce que faire un avion hybride, c'est prendre un avion et rajouter des choses, donc c'est rajouter de la masse, donc c'est rajouter des choses dessus, donc c'est une dégradation aérodynamique. Et regardez ce que l'on gagne d'un autre côté, donc ce que l'on gagne, ça peut être la propulsion distribuée, le fait de pouvoir piloter la machine, le fait de pouvoir souffler la voilure, le fait de contrer les tourbillons marginaux, de faire le bilan entre les deux, puis de garder que les bonnes idées, en oubliant les fausses bonnes idées, et en fonction de l'usage qu'on veut avoir de son avion. Mathieu, un commentaire peut-être sur l'ajout de masse dans les avions. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de Aura? Alors, bien sûr, les avions sont faits pour porter les passagers, pas pour porter les batteries. Donc, c'est certain qu'il faut avoir cette métrique de la masse, mais comme d'habitude dans les métiers de l'avionneur, en tant que première métrique. Après, voilà, il y a toujours la considération, disons, qu'on pourrait se faire en pensant aux modifications des avions actuels, sur le fait qu'on dégrade en faisant un avion hybride. C'est certainement vrai si on prend en fait un avion comme un TBM qui est optimisé pour voler d'une certaine manière. Mais je suis sûr que si d'ailleurs un jour décide de faire un nouvel avion hybride, il le fera peut-être d'une manière différente d'un TBM d'aujourd'hui. Tu n'arriveras pas à le faire parler sur le prochain avion. Non, mais tu as toujours raison. Une fois de plus, EcoPulse, on prend un avion existant, on met des moteurs dessus. Le but, c'est d'avoir le truc le plus compliqué possible pour apprendre le plus possible. Si demain, on doit travailler sur des machines qui vont utiliser ces choix technologiques, il faut repartir d'une feuille blanche. Ou du moins, il faut transformer de manière significative l'avion, ou alors il faut utiliser l'électricité d'une autre manière en tant que vecteur. Mais effectivement, oui. J'en profite pour demander s'il y a quelques questions dans la salle, peut-être. Je vois deux questions. J'arrive avec le micro. Ouais, parce que là, vous êtes en retard sur le chat. Hein. Merci. Donc, j'aurais une question pour Daher et Aura Aero. Vous avez parlé précédemment du chargement justement des batteries. En combien de temps se fait ce chargement en charge complète ? Alors, ça dépend. C'est aussi un choix de conception en fonction de la durée de charge et du type de cellule. On va avoir une dégradation plus ou moins importante des cellules. Donc après, c'est une notion économique qui rentre en ligne de compte. Donc il n'y a pas une réponse unique en fait à la question. Il faut une mission. À partir de la mission, on détermine un type de cellule. En fonction du type de cellule et de la mission, on essaie de charger le plus lentement possible sans pénaliser la mission pour avoir la durée de vie maximum. Il y a une équation économique qui rentre dedans. Donc ça, c'est sur des stratégies rechargeables sol, et aussi il y a la possibilité d'avoir des recharges en vol, où là, c'est des recharges lentes de manière à garder la batterie le plus longtemps possible. Oui, je suis d'accord avec Christophe, bien sûr. Il y a, dans notre cas, en fait, l'exigence qu'on a, c'est de garantir un temps disons, au sol entre deux rotations de l'avion inférieur à la demi-heure. Donc la batterie est dimensionnée pour cela. D'accord, merci. Ouais, je vais rajouter un petit quelque chose. Ce qui est vraiment très important, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille pour une mission, on travaille pour un client. Donc il faut qu'à la fin, qu'il y ait un produit, et que ce produit doit être opérable. Donc il faut que la technologie, in fine, se mette au service de ce client. Et les choix technologiques sont faits au service de ce client. On ne fait pas de la techno pour la techno. La techno, elle est là pour répondre à un besoin qui est client. Et qui est différent, parce que dans notre catégorie d'avion, il y a plein de besoins différents, il y a des ranges différents, il y a des vitesses différentes. Donc c'est pour ça aussi qu'au bout du compte, il peut y avoir des solutions techniques et technologiques qui sont très différentes, parce que simplement, elles ne répondront pas à la même mission. Alors, on avait une deuxième question dans la salle. Bonjour. On entend parler d'aviation plus silencieuse avec la propulsion électrique, mais quand on a plusieurs, 8, 10, 12 moteurs, est-ce que le bruit aérodynamique ne prend pas le pas justement sur
par rapport à d'autres propulsions plus classiques? Bon, je vais répondre, j'ai le micro. Un des objectifs, en fait, c'est les essais ont été faits la semaine dernière, c'est que de Décoppel, c'est de faire de la mesure acoustique. Donc déjà, il faut savoir une chose, c'est que le bruit des avions, c'est pas que le moteur, c'est aussi l'hélice. Plusieurs hélices, il peut y avoir des couplages hélices. Ces couplages hélices peuvent amener des défauts ou même des avantages. Et donc, on a, dans le cadre de nos projets, fait des mesures acoustiques pour arriver à voir si on pouvait tirer bénéfice d'une multitude d'hélices et surtout ne pas tomber du côté des avantages. Donc l'acoustique est un vrai sujet. Alors l'acoustique en termes de nuisance en externe, mais également en termes de confort en interne. Voilà. En effet, les hélices, maintenant qu'on n'a plus le bruit d'échappement, ça va être l'un des principaux contributeurs à la partie acoustique. L'avantage sur la partie électrique, c'est qu'on peut piloter très finement les vitesses de rotation des hélices, le pas, et on peut envisager des méthodes d'opération de l'avion où on a des hélices adjacentes qui tournent à des vitesses de rotation différentes, ou alors le positionnement des hélices les adjacentes qui sont différents. De notre côté, on fait des études dans chambre anéchoïque pour voir quel est cet impact. Est-ce qu'il y a un moyen de le réduire ou alors de lisser cette empreinte acoustique, plutôt d'avoir un pic à une fréquence donnée, avoir plusieurs fréquences de rotation et des pics et une zone qui est plus lissée. Dans notre cas, on compte aussi sur le fait que ce sont des petites hélices qui tournent plus vite, donc des bruits plus aigus qui vont se dissiper plus rapidement dans l'air, et donc avoir une empreinte qui dure moins longtemps et qui est audible moins longtemps. D'autres questions dans la salle ? Oui, moi j'ai une question par rapport à la formation des pilotes. Donc j'imagine que tous ces changements structurels sur les avions vont créer aussi des changements au niveau de la formation des pilotes, donc comment ils pilotent les avions. Donc est-ce que vous allez prendre en compte ces changements dans la formation dans votre entreprise ? Alors déjà de notre côté, sur la partie, l'objectif ça va être d'avoir un avion qui se comporte comme un avion, comme les avions actuels, parce qu'on vit cette partie école de formation. On réfléchit aussi à comment modifier l'interface aux machines, ou au moins les displays qui sont à disposition des pilotes pour leur montrer toute la partie énergie. Comment est-ce qu'on va plus montrer une autonomie en litres, est-ce que si on vous la montre en litres d'hydrogène, c'est aussi parlant. Comment est-ce qu'on peut adapter ça? Est-ce qu'on va montrer 12 jauges d'hydrogène ou 12 jauges de propulsion, ou une seule, et dans le cas de panne faire des panneaux différents. Et après, sur la partie comportement, l'objectif sera que l'avion se comporte de la même manière. On réfléchit à comment adapter les surfaces de contrôle, comment adapter... tout à l'heure, il y avait une question sur la contrôlabilité. Nous, le parti pris dans le premier temps, pour des questions aussi de simplicité, ça va être d'avoir tous les moteurs qui poussent à la même puissance, à la même vitesse. Parce qu'il faut aussi réfléchir au cas de panne. Ici, pour le cas nominal, on réduit la surface de contrôle, on réduit par exemple l'empennage vertical, mais que quand on a un moteur qui tombe en panne, tout d'un coup, on doit contrer un lacet, mais qu'on n'a plus assez de surface de contrôle. Il faut penser aussi au cas dégradé. Donc, nous, on va partir sur la partie qui est un peu conservative, en ayant en tête qu'on pourra proposer des améliorations en suivant. L'avion initialement en monomoteur peut ensuite pouvoir proposer de la formation bimoteur en découplant l'aile droite et l'aile gauche. Donc voilà, c'est des solutions sur le long terme, et c'est aussi des choses dont on discute avec les autorités sur comment est-ce qu'on forme des pilotes. Oui, l'aspect opérationnel est très important. In fine, on a des clients en face. Bon, pour nous, c'est assez clair. On ne peut pas se permettre d'avoir une licence particulière ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit une licence SET, Single Engine Turbine dans notre cas. Il faut que quelqu'un monte dans un avion qui serait hybride ou qui serait More Electrical Aircraft sans aucun impact à son niveau. Ça veut dire des IHM, des interfaces aux machines qui sont identiques. Ça veut dire aussi l'introduction dans les avions d'un niveau d'automatisation plus important, de manière à pouvoir gérer seul la puissance, l'énergie et en même temps. C'est-à-dire que
cette recherche de nouvelles énergies s'accompagne d'une augmentation du niveau d'automatisation dans les avions, et ça amène une complexité complémentaire que doit gérer l'avionneur, puisque en fait ça fait deux champs à travailler de manière parallèle. Et puis on voit également que cette augmentation de l'amélioration était la voie qui a été choisie par l'aviation commerciale pour améliorer la sécurité, avec des résultats qui sont assez magistraux, je pense, au niveau aviation commerciale. C'est le chemin également que prend Daher avec un concept EcoPilot. Depuis 2014, on fait une automatisation, une assistance de plus en plus importante à nos machines, année après année, en ajoutant des fonctions. Donc demain, une machine plus complexe technologiquement, soit, mais pour l'utilisateur, il faut que ce soit une machine plus simple et avec les mêmes licences de pilotage. Et on est dans la même ligne. Dans notre cas, en fait, on rajoute, on a deux éléments de nouveauté en plus. Disons, d'un côté, dans l'avion, on a aussi des commandes de vol électriques qui donc, disons, sont là pour simplifier un certain nombre de tâches aux pilotes et pour augmenter la safety. Et de l'autre côté, on pense aux organisations d'entraînement, si on peut dire comme ça, pour le déploiement de l'avion, mais aussi en général pour l'aviation électrique. Et l'intégrale électrique est aussi une manière de répondre à cette demande-là. Alors, le chat, deux questions. La première donc est pour Florent. On va parler donc d'hydrogène, bien sûr. MB Carioca demande par quels moyens comptez-vous implanter la production et le stockage d'hydrogène dans les aéroports et les aérodromes pour vos avions? Alors, pour nous, comme je disais, nous, on n'a pas vocation à développer les solutions, mais on discute avec des personnes, des entreprises qui apportent ces solutions. Alors, il y a des solutions qui sont temporaires et qui nécessitent peu de génie civil. Je parlais tout à l'heure de la remorque qui permet d'apporter sur un terrain une solution de production et de ravitaillement. Mais il y a aussi de plus en plus de projets qui se montent pour aux abords des aérodromes ou créer des réseaux où on mutualise l'utilisation de l'hydrogène pour la partie automobile, la partie aussi bus de transport en commun. Donc voilà, mettre en place, intégrer l'avion et aussi les aéroclubs, parce que les aéroclubs se posent beaucoup de questions sur, ils voient qu'il y a du développement sur ces solutions, avec comment est-ce qu'ils peuvent s'intégrer dans d'autres projets aussi, en disant tiens, nous aussi on aura un besoin d'utilisation d'hydrogène. Je vois qu'il y a un projet qui se met en place autour de l'automobile. Est-ce qu'on peut utiliser ce vecteur d'énergie universelle qui est l'hydrogène pour avoir une station à proximité avec des pompes de ravitaillement qui sont sur place disponibles? Au dernier salon du Bourget, Engie a lancé un projet qui vise à transformer les aéroports et les aérodromes en hub énergétiques, et notamment pour la production d'hydrogène qui serait destiné non seulement à l'aviation, mais également au transport routier, camions et voitures. Et je pense que c'est aussi l'idée que derrière iPort, avec cette station qui, dans un premier temps, sert aux bus, aux voitures et de l'autre côté au GSE, au pushback, mais potentiellement qui pourra être utilisé dans les avions à hydrogène lorsqu'ils seront disponibles et déployés sur le site. La deuxième question, je pense que ça sera aussi la dernière là, pour notre table ronde, elle vient de Le Gallou et elle s'adresse donc à Christophe. Le Gallou rappelle que donc EcoPulse, c'est Airbus, Safran et Daher, mais il se pose la question de qui vient l'idée de l'impulsion du projet, qui est à l'origine de ce projet? Alors c'est Daher. C'est Daher. C'est Daher le leader du projet. Ça, c'est clair au moins. Je m'attendais à une réponse beaucoup plus politique, beaucoup plus... Non, c'est Daher là. Non, c'est... Tu sais qu'on est en direct quand même. Oui, mais il n'y a pas de problème. Non, c'est Daher le leader du projet. C'est Daher qui est l'avionneur, mais on travaille conjointement avec Airbus Aviation Commerciale. Pourquoi? Parce que les enjeux sont aussi importants. Et les démonstrateurs de l'ACS-23 sont un moyen pour Airbus de recaler des modèles de simulation, par exemple, de tester un certain nombre de technologies, donc d'avancer plus vite dans leur roadmap technologique. C'est Airbus d'ailleurs qui a fourni la batterie sur EcoPulse, et puis pour Safran, bien entendu, qui a une roadmap très, très agressive et très ambitieuse sur différentes briques électriques. C'est un moyen de tester ces briques. Voilà, j'ai plus de questions. Bon, merci beaucoup pour vos interventions.
Ravi de vous avoir reçu à cette table ronde. On a pu constater que beaucoup de métiers se développent chez les avionneurs pour parler hydrogène, électricité. Donc de belles perspectives d'avenir. Donc merci beaucoup. Merci à vous.